Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV, une émission comme d'habitude thématique qui sera consacrée à la police, à la gendarmerie, on ne va pas oublier les gendarmes, à la sécurité et surtout aux bobos de la sécurité. Alors je reçois sur le plateau Stéphane Ragueneau, qui est le secrétaire régional du syndicat de police. C'est pas un gendarme, c'est un policier, le syndicat de police Alliance, qui est le syndicat majoritaire dans la police. Alors, le Beauvau de la sécurité, après le Ségur de la santé, a commencé le 1er février. Il a fini le 14 septembre par les annonces du président de la République à Roubaix. Alors, il y a eu beaucoup de tables rondes, ça se passait par table ronde. Il y avait bien sûr des policiers, des gendarmes. Il n'y avait pas des policiers municipaux, mais bon, on peut comprendre, c'est pas le même statut, mais il va y avoir un rapprochement entre la police et la police municipale. Peut-être qu'ils auraient pu être invités, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y avait des élus, notamment il y avait pour le sénateur Jérôme Durain de Saône-et-Loire, et il y aurait dû y avoir des citoyens, des associations de défense des droits de l'homme, etc. Et apparemment, cette partie-là, ce troisième composant, a été un peu plus réduit. Alors, le président de la République, quand il a annoncé en janvier 2021 cette grande conférence, on va dire, il disait cette conférence a pour but d'améliorer les conditions d'exercice et de consolider le lien de confiance avec les Français. Il y a urgence à agir pour le beau et indispensable métier qui consiste à garder la paix. Très jolie annonce du président. Alors, on va peut-être un peu commencer, et donc bien sûr, tout ça devrait déboucher par une loi de programmation en 2022, après les élections présidentielles. Bien sûr, bon, on ne va pas engager le nouveau président avec une loi qui aurait été votée si près des élections. Alors, on va parler donc de vous, en tant que policier, homme du terrain. Vous avez des revendications depuis très très longtemps, ça remonte président Hollande, président Sarkozy, mais même avant, ça remonte, on ne va pas dire au début de la police, mais ça remonte des conditions par rapport à vos conditions de travail, par rapport à l'exercice de votre métier. Donc on va voir un petit peu si ce qui a été annoncé par le président vous convient et qu'est-ce qui manque. Mais avant, je voudrais vous interroger sur le lien, comme disait, la confiance avec les Français. Est-ce que vous, en tant que policier de terrain, et vous voyez vos collègues, qu'est-ce que vous pensez de la confiance que les Français ont par rapport à la police et à la gendarmerie? Mais on va parler de la police puisque vous êtes policier. Écoutez, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous aiment. C'est incroyable parce qu'on a l'impression, si vous voulez, que ordinairement ou de manière assez diffuse, on nous met ça dans la presse, la défiance de la police, mais on se rend compte, et le dernier sondage le prouve, que 70% des Français aiment sa police, aiment sa gendarmerie. Moi, quand je suis sur le terrain, ou plutôt mes collègues maintenant, parce que moi je suis oui, vous êtes délégué syndical, donc... Voilà, on a toujours de bons rapports. Le souci que l'on a eu ces dernières années, c'est que, étant donné qu'on a enlevé des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie, on avait de moins en moins le temps de discuter avec nos concitoyens. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand le SAMU intervient en urgence, voilà, je fais un parallèle. Quand le SAMU intervient en urgence, est-ce que le médecin chef a le temps de discuter avec la famille autour de la victime? Rarement, on est dans l'urgence, on fait, et dès qu'on médicalise la personne, on part. Donc voilà. Et le malentendu qu'il y a eu avec la police, et voire certains jeunes, c'est exactement la même chose. On est appelé sur une police secours, on est en urgence, on n'a pas le temps de s'arrêter, de discuter, de dire pourquoi on est là, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi on repart aussi vite. On ne peut pas l'expliquer. Voilà. Donc il y a une incompréhension d'une certaine partie de la population sur les actions de police, et bien sûr amplifié parfois avec les vidéos captées et mis en ligne sur les réseaux sociaux. Alors vous, parce que vous parlez des vidéos captées, donc il y avait l'article 24 de la loi de la sécurité globale qui a fait beaucoup de polémiques, qui
c'était ambigu cette loi. Hein. Bon, normalement, personne ne pouvait plus filmer les policiers en action, en bonne action ou en mauvaise action, c'est-à-dire en action de force, ni les journalistes. Donc cet article 24 n'a pas été voté par le Parlement, a été même retiré par le Parlement. Vous en pensez quoi, vous, de ce côté, on vous filme, et après, c'est vrai que c'est diffusé, parce que, bon, évidemment, filmer pour filmer, bon, des policiers, c'est joli, hein, surtout que maintenant, vous allez avoir un nouveau vêtement, un nouveau costume, hein, d'après ce que a dit le président. Hein. Ouais, vous savez, c'est pas la chose qui nous fait... Oui, je m'en doute. D'ailleurs, les policiers de terrain, j'en profite pour le dire, n'ont jamais été consultés sur une nouvelle tenue. Ah ouais. Voilà. Donc, quand même, un maçon, quand il lui donne une truelle, ou un musicien, quand il prend un instrument, il le choisit, nous, on nous l'impose. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Concernant la vidéo, c'est quand même dommage que le texte a été mal rédigé. Ouais, je le dis sincèrement. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on pouvait laisser supposer qu'on pouvait interdire à un moment donné. Enfin, il n'y avait pas de contour bien défini. Oui, c'était très flou. C'est dommage. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est important. Il est important qu'il y ait une communication sur les actions de police. Le fait que l'on puisse filmer et qu'on nous filme, ce n'est pas un problème. Ce qu'on dénonçait, et c'est Alliance qui avait mis ça sur le tapis, ce qu'on dénonçait, c'est d'être jeté en pâture sur les réseaux sociaux avec tous les commentaires haineux qui suivaient, avec des familles de policiers obligés de déménager, menacés de mort, avec des enfants violentés dans les écoles. Nous, ce qu'on demandait, tout simplement, c'est qu'une personne, à partir du moment où elle capte une vidéo d'un policier et qu'elle la mette sur les réseaux sociaux, avec des commentaires, bien sûr, dans le but de nuire, soit poursuivie. Voilà. C'était la seule chose qu'on demandait. On ne demandait pas d'être sans arrêt, de filmer à droite, à gauche, parce qu'on nous a aussi interdit de filmer pendant les manifestations, alors qu'on est sans arrêt filmé, nous, à l'inverse. Voilà. On demandait une certaine forme de réciprocité, mais dans le but d'une grande clarté, si vous voulez, dans les actions de police, dans le but que tout le monde puisse voir exactement ce qui se passe, mais des deux côtés. Alors, au niveau de vous qui allez pouvoir filmer, normalement, depuis quelque temps, vous avez des caméras que vous portez sur vous, qui montrent ce que vous faites, qui sont des preuves de votre agissement et aussi de l'agissement de celui qui est en face de vous. Hein. Bon, ces caméras ont été choisies apparemment au moindre frais, donc leur autonomie est de 4 heures et parfois vous partez pour 8 heures, voire plus. Donc le président de la République, dans le Beauvau de la sécurité, a promis de vous équiper, les policiers de terrain, avec des caméras en nombre, hein, parce que pour l'instant, c'est pas tout le monde, et des caméras de qualité. Donc vous allez pouvoir, vous aussi, filmer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour vous, de pouvoir... J'en ai discuté avec le directeur général de la police, quand il est venu à Dijon l'an dernier, lors de l'affaire tchétchène. On avait discuté de ces caméras. Il s'était rendu compte qu'on avait acheté du matériel de bas de gamme. Bien sûr, on a voulu faire des économies. Donc une autonomie maximum de 2 heures sur... C'était 2 heures, même pas 4 heures 2 heures. Alors, à partir du moment où vous le touchez, c'est bon, ça s'épuisait, la batterie s'épuisait. Donc, c'était pas efficient, encombrant, et ça servait à rien. Voilà. Par contre, en discutant avec mes collègues, on s'est aperçu qu'effectivement, d'avoir des caméras comme ça baisse parfois la tension qu'il peut y avoir dans certaines situations. À partir du moment où vous êtes filmé, après... eh ben, ça calme. Parfois, je ne dis pas tout le temps, mais ça calme. Même le citoyen lambda, par exemple, sur un contrôle de vitesse ou sur un feu rouge grillé constaté, c'est souvent parfois des concitoyens qui sont un peu énervés par le boulot, un peu la vie stressante que l'on mène, et ils se défoulent en quelque sorte sous le policier qui va les arrêter, qui sera la petite cerise sur le gâteau parce qu'on va leur gâcher leur fin de journée. Et donc là, à partir du moment où on pourra filmer et me démontrer devant le magistrat, voilà de la manière dont il y aura toujours un magistrat. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà la manière dont s'est comporté le monsieur, parce que bien souvent, devant les juridictions, on a des gens en face qui sont de mauvaise foi et qui disent non, c'est pas vrai. Le policier, il a menti, j'ai jamais dit ça, ou j'ai jamais fait ça.
Donc là, moi, vous pourrez... Voilà, tout à fait. Ah. Donc là, je sais que c'est en cours de... C'était plus en expérimentation. On a commencé à avoir les premières caméras. Les nouvelles? Ouais, les nouvelles. Alors? Bah, et les collègues sont contents parce qu'auparavant, ils s'en achetaient eux-mêmes. Oui, donc, oui. Excusez-moi de la marque, GoPro. Oui, déjà, GoPro, oui, voilà. on va le dire parce que c'est Mais... comme Frigidaire maintenant. Hein, tout à fait. Bon, on... en quelque sorte, ils en ont acheté eux-mêmes parce que c'était une protection, on va dire, fonctionnelle pour nous. Parce que parfois, on n'était même pas cru par notre hiérarchie. Alors, parce qu'on parle de la police et du public dans des moments où parfois c'est difficile, hein, donc vous avez une instance qui vous contrôle, qui est l'IGPN pour vous et l'IGGN pour les gendarmes, hein, deux instances séparées. Vous êtes dans le même ministère, mais les gendarmes sont des militaires et vous n'êtes pas des militaires. Oui. Hein, donc c'est quand même un petit peu différent. Donc vous, c'est l'IGPN. Donc cette IGPN est très critiquée, elle a été très critiquée pendant le plan de sécurité, enfin la loi sécurité globale, mais elle est critiquée je prends exemple Amnesty International. Depuis 40 ans, Amnesty critique l'IGPN. Pourquoi elle critique? Parce que l'IGPN, 75% des membres de l'IGPN, c'est des policiers. Donc être jugé parti... Bon, vous me direz, dans l'éducation nationale, les inspecteurs, c'est des enseignants, mais c'est pas parce que les enseignants font ça que c'est bien. Hein. Donc il est prévu de changer l'IGPN, mais pas de fond. Peut-être que le président ou directeur de l'IGPN serait un non-policier, et le président Macron a évoqué, mais c'est flou, qu'il y aurait une commission externe, parlementaire, qui pourrait voir vos actions. Alors, par rapport à l'IGPN et par rapport à cette commission parlementaire, donc c'est flou. Hein. Quel est en tant qu'alliance, quel est votre regard? Alors, on va poser les bases. La police nationale, enfin la police française, c'est la police la plus contrôlée au monde. On le sait. On représente à peu près, les gardiens de la paix, 4,5% des fonctionnaires d'État en France, et on cumule plus de 55% des sanctions. Vous voyez, c'est pour vous dire. C'est 75 fois plus que, par exemple, pour le corps des enseignants. On ne fait pas le même métier, on est d'accord. En attendant, nous, Alliance, on dit on doit être jugé par nos pairs. Voilà. Un médecin, le Conseil de l'ordre, ce sont des médecins. Les avocats, ce sont des avocats. Vous avez dit tout à l'heure, pour les enseignants, ce sont des directeurs et des enseignants. Et pour les journalistes, nous avons, entre autres, le CSA, qui sont majoritairement constitués de journalistes. Voilà. Il était important pour nous qu'on puisse quand même conserver des policiers à la tête. Pourquoi ? Parce que quand on est professionnel de la sécurité, on doit être jugé par des professionnels. Moi, je serais incapable de savoir si un médecin a bien fait son travail. Je n'ai pas de doctorat. Il faut que ce soit des médecins qui arrivent à savoir si la personne s'est réellement trompée et arrivent à se mettre dans la situation dans laquelle le policier s'est mise. Voilà. Ça, c'était la première chose. Après le Beauvau de la sécurité, il y aura donc une commission parlementaire qui viendra vérifier si par rapport aux faits, par rapport à l'enquête et par rapport à l'orientation qui a été donnée et le résultat donné par les commissions, voilà, par les commissions de discipline, sont conformes aux faits. Voilà. En fait, il va y avoir un fil et là, il y aura une communication. Je pense que l'IGPN a manqué de communication. La police nationale manque de communication. Vous avez remarqué que les grands communicants de la police nationale, ce sont les syndicalistes. On les voit très peu. Les gendarmes, ils ont des gens qui sont formés pour. Oui. Nous, la police, c'est rare de voir un commissaire de police pouvoir s'exprimer librement. Mais il a le droit de s'exprimer. Il n'a pas le droit. Non, il a le droit de réserve. Hein, voilà. C'est le procureur qui peut s'exprimer. Vous vous exprimez parce que vous êtes syndicaliste, mais sur les faits, le commissaire de police, c'est le procureur qui a le droit de parler de ce qui s'est passé et de la suite. Comme je vous disais, comme on est très contrôlé, on a un code de déontologie. Et dans le code de déontologie, il est bien spécifié que le policier, tout grade confondu, tout corps confondu, ne peut s'exprimer librement devant les caméras de télé. C'est pas marqué comme ça, mais ça veut dire que c'est le droit de réserve. On ne doit pas commenter, par exemple, une action de police. Voilà.
C'est clair, c'est net. Alors, le fait que le directeur de l'IGPN, je sais pas, ou président, je sais pas comment il s'appelle, que ce soit un civil, ça vous gênerait ou pas? Non, ça ne nous gênerait pas. Ce qu'on avait peur, nous, c'est qu'en face de nous, on a quand même des gens qui sont systématiquement contre nous. Vous voyez, je vais prendre le défenseur des droits. Le défenseur des droits... Le nouveau, même les anciens. Son rôle, il est important, on est d'accord. Mais à chaque fois qu'il amène des faits sur la table, il a déjà une idée. Le policier est coupable, c'est à chaque fois. Et là, on n'est pas au début d'une enquête, on est sur simplement des faits sur une vidéo, ou une dénonciation, il m'arrive que, et voilà ce qui m'est arrivé, par exemple, et tout de suite, on a le défenseur de droit qui demande des sanctions. C'est parce qu'on demande, nous. On n'est pas des sous-citoyens, les policiers. Il faut qu'il y ait un contrôle. Et je peux vous dire que pour tous les collègues, et je suis déjà passé, moi, par l'IGPN, parce qu'on est très souvent convoqués, ils ne sont pas des tendres. Je vous dis tout de suite. Les bœufs carottes ne sont pas tendres. Ah, ils ne sont pas tendres. Le bœuf n'est pas du charolais, alors. Tous nos collègues, non, ce ne sont pas des charolais. Tous nos collègues qui passent à l'IGPN ne dorment pas des nuits avant et ne dorment pas des nuits après. Parce qu'on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'on va venir me chercher? J'ai eu l'impression d'avoir bien fait mon travail, et pourquoi je suis là aujourd'hui? Voilà. Certes, on sait qu'il y a des policiers qui ont commis des erreurs, et d'ailleurs ils ont été gravement sanctionnés. En Bourgogne-Franche-Comté, je crois que la dernière commission que nous avons faite, sur 4 policiers, il y en a eu 3 de révoqués. Vous voyez, on ne rigole pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors vous parlez du défenseur des droits. Avant, c'était défenseur des droits de l'homme, après c'était l'enfant. Ça a été généralisé, défenseur des droits. Elle disait par exemple qu'elle a interpellé pour 30 cas l'IGPN, qu'on lui avait signalé, parce que c'est son boulot, et qu'elle a eu, pour ces 30 cas, 0 réponse. C'est-à-dire que alors c'est pas vous, c'est pas la police, l'IGPN, apparemment, le défenseur des droits, ils n'ont pas l'air de la prendre très en considération, alors que la loi l'autorise, et normalement, la loi, elle fait une demande à l'IGPN, elle devrait avoir une réponse. Une réponse. Bon, après, alors, ça fait l'IGPN. De toute façon, maintenant, ça va changer, parce que, comme je vous ai dit, que chaque fait seront publiés et donnés à cette commission parlementaire qui pourront juger par eux-mêmes, donc pas des policiers, en l'occurrence, des gens qui sont quand même élus, qui sont donc nos représentants, qui vont pouvoir juger si, franchement, est-ce que l'IGPN a bien fait son travail, est-ce que la commission de discipline a bien fait son travail, est-ce que le policier est normalement sanctionné ou alors relaxé parce que les faits ne sont pas avérés. Alors normalement, si j'ai bien lu, les rapports de l'IGPN seront publics. On est d'accord là-dessus. Donc voilà, les citoyens pourront aussi... Sans les noms. Sans les noms, oui, bien sûr. Bon, parce que c'est aussi le problème des visios sur Facebook, etc. C'est qu'on mettait le nom du policier, son adresse, etc., etc. Et que, bien sûr, ça pouvait inciter des gens à aller faire un petit peu justice, entre guillemets, parce que le mot justice, ça a un vrai sens en démocratie, mais ou avec les enfants. Alors, il y a eu des bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau... il faut de l'argent, et quand on fait un peu le bilan de l'état de matériel de la police, ça fait peur. Ça fait peur, quand on voit les commissariats de police qui sont, les toilettes qui sont crades, les lieux de détention provisoire de garde à vue qui sont crades, vos bureaux qui sont de l'ancien temps, vous êtes, en exagérant, vous n'êtes pas au Minitel, mais parfois ça frise. Donc là, c'est un constat qui... Alors donc, pour être clair par rapport à tous les spectateurs, ce n'est pas Macron, c'était avant, et quand les nombres d'effectifs de la police qui a diminué de 10 000, c'était Sarkozy. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Entièrement. Entièrement. C'était quoi il a fait effectivement... 8 000, c'est ça alors comment ça s'appelait déjà? J'ai un petit trou de mémoire. Bon, en fait, un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé. Et quand est arrivé François Hollande, il a continué. Parce que lui, il a fait ce qu'on a fait la MAP, la modernisation de l'action publique. Alors c'est un joli mot comme ça, mais en fin de compte, c'était exactement la même chose que Sarkozy. Et donc, sous le mandat de Sarkozy, comme sur le mandat de François Hollande, on a eu 2 quinquennats où on a raclé, si vous voulez, fond du tiroir. Là où on a commencé à ralentir, c'est en 2015 avec les attentats. Donc là, ça remontait. Aperçu que c'était une erreur. Trop tard. Et la police de proximité, votre sentiment, parce que alors, vous êtes... Mon sentiment, il va être... Alors voilà, vous allez voir, il va être tranché, parce que moi je suis rentré en 1991 dans la police, et j'étais en pleine... on disait que c'était la police de l'an 2000. Donc moi je suis arrivé et j'ai fait de la police de proximité. Voilà. Quand j'ai fait la police de proximité, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas.
Voilà, moi je vous dis, le sentiment, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait un certain lien avec la population, parce qu'on avait le nombre suffisant de policiers. Oui. En fait, c'est le nombre. Oui. C'est ce que je vous expliquais au début. Si on n'a pas le nombre de policiers, on ne peut pas discuter avec nos concitoyens. Mais ça, c'est une idée qui a plus de 30 ans. Moi, je veux dire aux politiques, et puis s'ils nous regardent, d'autres idées, parce qu'on ne prend pas les idées de 30 ans en arrière. Tout a changé. Tout a changé, voilà. C'était, je crois, Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Oui. Monsieur Jean-Pierre Chevènement pourrait le dire aujourd'hui, effectivement, qui avait du côté positif dans sa police de proximité, mais elle nécessitait un engagement total de l'État avec des fonctionnaires à fond, c'est-à-dire juste pour faire de la prévention, pour discuter, et regardez à Chalon-sur-Saône le nombre de postes de police confirmés. Il y a 3 postes de police confirmés. Il ne reste plus que le commissariat. Voilà. C'est ça qui manque. Donc s'il y avait les moyens humains et matériels, Voilà. des locaux, et bon, là vous allez avoir de nouvelles automobiles, des nouveaux téléphones, des tablettes, etc. Donc il va y avoir un budget de 1 milliard pour 2022. 500 millions, 2022, tout de suite. 500 millions, et ensuite en 2023. viendra, Après. alors vous, ça vous paraît quoi? Ça vous paraît, bon, c'est gentil, mais c'est pas suffisant. Quel est votre regard par rapport à non, cette... on ne dirait pas ça. Vous savez, au départ, Alliance Police Nationale avait dit au président de la République, contrairement à nos concurrents syndicaux, on n'ira pas. C'est lesquels? C'est faux? C'est faux. SGP Unité Police. SGP Unité Police a dit oui tout de suite. Nous, on a lu, on a dit, mais on ne parle de rien là-dedans. Et on est à 1 an des élections et on va aller faire, excusez-moi du terme, un peu les guignols là-bas, écoutez, et puis on va se servir encore des policiers au moment des échéances électorales. Donc on a dit qu'on ne s'y rendrait pas. Le 19 mai, nous sommes allés devant le Parlement et là, on a mis un coup de pression en disant que le problème de la police, c'est la justice, par la voix de notre secrétaire Fabien Van Emmerich. En fait, on a voulu secouer un peu le cocotier et on a eu gain de cause. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on nous a écoutés, on nous a dit qu'est-ce que vous voulez pour venir. Alors, la première chose, c'était une LOPSI, donc la loi d'orientation de programmation de la sécurité intérieure. Le fait de débloquer 1,5 milliard, ça pour nous c'était primordial. On ne fait pas des pansements sur des jambes de bois, il fallait vraiment injecter de l'argent. Si on veut une sécurité, si on dit qu'on est prêt de payer pour que nos concitoyens puissent sortir librement, puissent être, vivre de façon paisible dans les quartiers, dans les centres-villes, dans les villages, il fallait malheureusement mettre la main à la poche parce que depuis tant d'années, on avait dénaturé toutes les missions nobles de la police nationale. Et donc cet argent, ce 1 milliard ou 1,5 milliard, ce que vous souhaitez, ça va servir à moderniser le matériel de la police, qui est quand même, bon, quand on voit comme ça la police de Châlons, quand on va dans les bureaux, on voit quand même que c'est... Il a été fait à une époque, je crois que c'est en 1976, où il y avait une autre police, où on n'avait pas autant de garde à vue, c'est-à-dire de personnes mises en garde à vue qu'aujourd'hui. Vous avez combien de cellules au commissariat de police sur la garde à vue? Je crois 2 grandes cellules, avec des cellules de dégrisement. Enfin, il y a plusieurs cellules. Mais je veux dire, déjà, on peut mettre plusieurs personnes, mais bon, c'est pas acceptable. Alors, et même s'il y a des douches et des toilettes, ce sont des lieux de privation de liberté qui sont pas agréables, on est d'accord. Donc il faudrait avoir vraiment, et ça, je remercie le maire de Châlons qui est en train de plancher sur une idée, donc je ne sais pas si elle aboutira, parce qu'il aurait envie, lui, d'avoir un nouveau commissariat à Chalon-sur-Saône, qui serait plus digne de sa vie. Sur un autre lieu? Sur un autre lieu, oui. Donc, mais là, forcément, c'est l'État aussi qui va payer. Alors maintenant... Pas obligatoirement, pas obligatoirement. Parce que les gendarmes peuvent déjà travailler avec le département et la région. Nous, la police, c'était vraiment auto-centré au niveau Paris. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, depuis 2020, on autorise les municipalités... à construire des commissariats. C'est-à-dire à aider financièrement l'État. Alors, c'est quand même drôle, hein, ce que je vous dis là. À trouver des terrains, à trouver des bâtiments et essayer de faire en sorte que tout le monde marche ensemble. Peut-être travailler avec la police municipale. Je ne sais pas, il y a plein d'idées à creuser et c'est de la coproductivité de la sécurité. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est dommage qu'on n'ait pas eu les policiers municipaux, mais les députés sont là, il y a beaucoup de maires et ils représentent leur police municipale. Et vous, le rapprochement voulu par la loi sécurité globale entre la police nationale, c'est quand même la police nationale régalien,
Et la police municipale, comment vous le voyez? Pour vous, c'est un plus ou vous émettez quand même quelques réserves? Parce que ce n'est pas les mêmes formations. C'est pas la même formation. On sait qu'ils ont quand même une formation pas des moindres. Alors, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est tellement bougé. Ouais, ça bouge tellement. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'anciens gendarmes déjà, ou d'anciens policiers, voire des policiers qui arrêtent la police nationale et sont détachés dans les polices. Détachés, oui. Ils sont détachés, mais ils peuvent revenir. Ils ont droit à un certain nombre d'années et après, ils choisissent. Ils peuvent revenir dans la police nationale. Tout à fait. Ou des fois, c'est des contrats d'1 an ou 2 ans et ils reviennent dans la police nationale. Ce que l'on voit, nous, c'est que la coproductivité de la sécurité, elle est importante. Pourquoi? Quand j'ai commencé dans la police, on voyait des policiers qui allaient, vous voyez, c'est encore l'histoire que je vous disais tout à l'heure, qui faisaient les sorties d'école. Je me souviens. On discutait avec les mamans, avec les papas, on voyait le policier, on a l'habitude, c'est le gars avec la moustache là-bas. Moi, petit, j'avais des policiers qui me faisaient traverser. Aujourd'hui, ce sont les policiers municipaux. Ou des parents. Ou des parents, hein, quand la police municipale ne peut pas se partager partout. Et vous voyez, c'est important. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Il y a des missions qu'on peut donner maintenant aux polices municipales, qui travaillent d'ailleurs sous couvert pareil. Hein, ils sont agents de police judiciaire adjoints. Ils travaillent sous couvert du procureur. Et dès qu'ils ont un souci, ils font comme tout citoyen. Ils amènent la personne interpellée devant le premier officier de police judiciaire. Donc ici, c'est à la police nationale, à Châlons. Donc de l'argent pour améliorer le matériel, etc. Donc on a parlé des téléphones, du parc automobile, des caméras enfin qui vont fonctionner et pour le temps nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez souhaité et qui n'a pas été prévu pour l'instant par le Beauvau de la sécurité? Alors là, personnellement, je vais vous dire que depuis que je suis dans la police, c'est la première fois qu'il y ait un plan, alors je dirais ambitieux comme ça. On verra les contours, hein. On est quand même prudent. Mais en attendant, non, ça regroupe tout parce qu'on parle de l'indiciaire pour le gardien de la paix, l'attractivité du métier, parce qu'on a perdu cette attractivité. Comme beaucoup de métiers, hein, les enseignants, tout ce qui est santé tout ce maintenant. Qui est santé, mais regardez bien, au niveau européen, on a la traîne, au niveau des salaires, déjà. Et redorer un peu le blason de la police nationale, et ça, c'est ce qu'a voulu faire le Beauvau de la sécurité, renforcer la formation des gardiens de la paix. Oui, il va passer de 8 mois à 12 mois, c'est ça? 12 mois, c'est ça, avec une formation en plus sur le terrain, avec un tuteur, parce que moi, je n'ai pas connu. Donc, indiciaire, c'est-à-dire commencer à un niveau de salaire assez plus élevé, en tout cas qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est assez élevé, plus élevé, essayer d'attirer un peu, si vous voulez, je m'excuserai un peu du terme, la crème, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont motivés et qui ont le salaire qui correspond à ce que j'ai connu, moi, quand je suis rentré dans la police. Moi, je suis rentré par vocation et quasiment tous ceux qui sont rentrés à l'école de police avec moi, ils avaient une vocation. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Vous manquez de candidats ou pas? Alors, on ne manque pas de candidats, on en a. Maintenant, on s'aperçoit malheureusement que le niveau a baissé. Alors, j'en veux pas mes gardiens de la paix qui sont là avec nous. Hein. C'est d'un point de vue général. Voilà, le niveau a baissé parce qu'on voit des gens qui ne sont pas là forcément pour l'amour du métier. Oui, ils sont là parce qu'il n'y a pas de travail et qu'on rentre dans la police. Une certaine forme de sécurité de l'emploi. Bien sûr. Voilà. Donc il va y avoir aussi le développement des amendes forfaitaires. Hein. Ça évite la procédure. Et surtout, ce que vous demandiez, les policiers et les gendarmes, c'est que la procédure judiciaire, tous les éléments de procédure qui sont longs, soient allégés. Donc ça, c'est important pour vous. Alors, quand même, ça fait des années, mais tous nos voisins le font, l'oralisation de la procédure. Vous avez des tonnes de papiers, des dossiers qui montent, ils sont partenaires qui montent jusque-là. Même les magistrats, quand on va au tribunal à Châlons, ils arrivent avec des dossiers comme ça. Non, mais il faudrait pouvoir faire vraiment de manière orale par exemple, les auditions. Avec donc enregistré par une caméra ou bien par sûr. Mais d'ailleurs, vous regardez dans les séries policières, le seul qui tape à la machine comme ça, c'est le policier français. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je vais inviter le procureur, parce que les jeunes Français, qu'est-ce qu'ils voient de la police et de la justice? Ils voient la police et la justice américaine. Ce
qui n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Bon, vos collègues américains, ils ont quand même la gâchette un peu facile, notamment dans le dos. On va pas, bon, donc, puis les procès, on n'y comprend rien. Bon. Et nos jeunes, ils croient que c'est comme ça. Donc il faudrait que, moi, mon avis, c'est que l'école apprenne qu'est-ce que c'est que le droit et quel est le rôle de la police et quel est le rôle de la justice pour que nos jeunes, ils ne croient pas qu'ils sont à Dallas. Alors, vous savez, c'est les codes des réseaux sociaux ou des séries. Effectivement, comme vous dites, vous voyez les séries américaines, un policier, même si c'est le héros de la série, il aura tué peut-être 2 personnes dans le film. Il tue, puis le soir, il est en train de boire une bière tranquillement, et puis il discute, il rigole. Alors déjà, je pense que quand vous atteignez quelqu'un comme ça, vous tuez, je pense que psychologiquement, une personne bien constituée... J'espère. Même si sa vie était en danger, en tout cas, moi, j'ai connu des collègues qui ont tiré, ils ont eu du mal à s'en remettre par la suite. Et puis surtout, de dire qu'il y a une certaine forme d'impunité dans cette action. En France, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est vrai que le métier, quand vous le vivez de l'intérieur, ça n'a rien à voir avec un film. Ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, donc il faudrait quand même qu'on explique ça à nos jeunes, parce que pour eux, c'est Dallas, et ils ne comprennent rien. Ouais, c'est les codes, si vous voulez. Et puis, la culture américaine, c'est pas la culture française. Vous voyez, les cow-boys, là-bas, n'importe qui, quasiment, peut porter une arme sur soi. Ouais, voilà. En France, heureusement qu'on n'est pas, je vous le dis sincèrement, heureusement qu'on n'en est pas là. Parce qu'on a déjà pas mal de difficultés avec certaines armes qui traînent dans les trafics. Ça se développe, le trafic des armes, oui, m'a-t-on dit. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la fin de la guerre des Balkans, la Yougoslavie, etc., l'URSS, entre autres à l'époque, avait inondé de Kalachnikov et autres. Donc ça se... Voilà, et puis aujourd'hui, c'est vendu sous le manteau et ça arrive chez nous, oui, effectivement. Les armes de guerre sont dans les banlieues. Oui. Puis la Syrie aussi, la Libye, où il y a... même à un moment donné, quand il y a eu en 95 avec le GIA en Algérie, vous voyez, en fait, la circulation d'armes comme ça sous le manteau, c'est souvent des Kalachnikov, entre autres, parce que ce sont des armes qui sont faciles de transport, qui sont fiables et qui ne sont pas très chères. Donc, en fin de compte, mais par contre, qui sont terriblement dangereuses. Et on les retrouve ici. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, l'affaire Kouachi, l'attentat, ils avaient quoi? Ils avaient des Kalachnikov. Voilà. Alors donc, pour finir notre émission, ce Beauvau de la sécurité, globalement, sachant qu'il faut toujours attendre, parce qu'entre les discours, il faut attendre la loi, puis après la loi, il faut attendre les décrets, parce qu'il peut y avoir de très belles lois. Si les décrets ne suivent pas, il ne se passe rien. Ouais. Donc pour vous, syndicat Alliance, globalement, ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens. Maintenant, on va rester très prudent sur les contours de tout ce qui a été dit, comme la gratuité SNCF, on en a parlé. Donc on rappelle que vous avez la gratuité que si vous êtes en service. Non, si armé. Voilà. Donc, mais d'ailleurs, c'est une obligation depuis Magnanville, où le couple de policiers avait été égorgé à l'intérieur du domicile devant leur enfant de 4 ans ou 2 ans, enfin. Et donc à ce moment-là, l'État avait dit il faut que les policiers puissent s'armer pour rentrer et pouvoir intervenir. Parce que par exemple, au Bataclan, on sait qu'il y a un policier, le premier policier qui est rentré, c'est un commissaire de police, et avec son arme de service, donc qui n'était pas un fusil mitrailleur, puisqu'il était en service, il a neutralisé un terroriste. Voilà. Et on se dit que dans le TGV, qu'il y a eu exactement... heureusement qu'il y avait des Américains, des soldats américains. Tout à fait, qui ont une autre culture, vous voyez, aussi d'intervention. C'était les soldats américains, mais on se dit que on pourra peut-être aider à ce moment-là, les contrôleurs pour faire des contrôles d'identité et autres. Oui, c'est que du plus. Oui. Alors, donc, pour nos téléspectateurs, les policiers et les gendarmes n'ont pas la gratuité du train pour aller en vacances. Non. On est bien d'accord, c'est parce qu'ils rentrent chez eux, ils sont armés, on comprend, vu ce qui se passe, vu la situation actuelle, qu'ils sont maintenant des cibles quand ils sont en uniforme, et aussi des cibles quand ils sont chez eux en civil, qui rentrent chez eux. D'autres choses à ajouter sur la sécurité, le Beauvau de la sécurité? Non, je vous dis globalement, c'est la première fois qu'on est content parce qu'on a mis un peu la pression quand même, je vous le dis. Il a fallu mettre un peu la pression. C'est partout pareil, il faut mettre la pression. Parce que si on ne met pas la pression... Parce qu'on sait qu'on a un enjeu politique, excusez-moi, un enjeu politique pour nos politiques, au moins pour ceux qui sont candidats pour l'élection présidentielle. Et il y en a. Et il y en a, Dieu sait.
Et on en a ras-le-bol, je vous le dis sincèrement, on en discute entre nous, on a ras-le-bol d'être mis à toutes les sauces, systématiquement, au moment des élections. Et le fait aussi que vous... Bon, voilà, la police, les CRS, les gendarmes, avec toutes les manifestations, vous avez été mis à beaucoup de travail. Vous avez eu, donc, est-ce que vos heures sup ont été payées? Parce que c'était aussi ça le problème. C'est que vous travaillez, mais vous êtes payé. Est-ce que vous avez été payé? Vous êtes à combien de retard? Alors, on en a, parce qu'il nous reste encore plus de 20 millions de... 20 millions d'heures sup à payer. Alors, ils arrivent simplement à payer ce que l'on fait dans l'année, et forcément, par contre, on nous les paye à un taux plus bas que l'heure normale. Donc ça, c'est un problème. Oui. Voilà. Parce qu'en général, les heures sup, c'est payé plus cher. Voilà, là, c'est payé moins cher. Moins cher. Voilà. Donc en fait, vous devrez faire que des heures sup. Donc, c'est intéressant pour l'État. Mais c'est pour ça que nos collègues ne sont pas forcément contents, parce qu'à la rigueur, ils préféraient récupérer leur heure pour être en repos. Oui. Je sais que ça crée des problèmes dans les services, mais ça, oui. En théorie, ce n'est pas notre problème. En théorie, l'État devrait nous payer en heures supplémentaires les heures supplémentaires. Voilà. Et une heure à 9,40 €, je crois, ou 10 €, quelque chose comme ça, on est largement au-dessus de l'heure d'un policier. Voilà, donc un petit peu sur le Beauvau de la sécurité. Vu par les gens du terrain, c'est important aussi d'écouter les élus, parce que c'est eux qui décident. C'est important aussi d'écouter les citoyens, parce que c'est eux qui vivent. Mais c'est aussi important d'écouter ceux qui font le travail, parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont aussi des mots à dire, ils ont un vécu, et ils voient un petit peu ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Bon, le but de tout ça, bien sûr, c'est améliorer la paix. Hein, vous étiez des gardiens de la paix. Ce mot-là, vous l'avez perdu. Hein. Ah non, on vous toujours, vous mais on vous dit, dans le circulaire, c'est les gardiens de la paix? Oui, toujours. Oui, toujours. Donc vous êtes des gardiens de la paix. On est des gardiens de la paix. Donc il faut que la paix revienne partout, en centre-ville, mais aussi dans les banlieues et sur tous les territoires. Merci Stéphane. Donc à bientôt pour une prochaine émission sur une thématique différente. Merci à vous.